Monsieur Philippe Berthat. Merci Madame la Présidente. Je découvre le timing d'une minute, donc je vais me faire un plaisir si nos interlocuteurs, nos invités du jour en sont d'accord de vous préinviter à la réunion du groupe de travail sur les maladies rares que j'ai l'opportunité d'animer pour que je puisse enfin poser les dizaines de questions que j'aurais en fait souhaité vous poser. Je vais quand même tenter 3 éléments de questions. Première question plus généticienne, donc plutôt pour Arnold. 5 diagnostics néonataux en France, plus d'une quarantaine si mes renseignements sont bons maintenant en Hollande. Que fait-on et pourquoi? Deuxième question, donc plutôt pour Alain Fischer. Considérez-vous souhaitable donc l'exclusion des cellules issues d'embryons surnuméraires destinées à la destruction du futur champ de la loi sur la recherche sur l'embryon? Et puis troisième question plus générale. Si on intègre les modifications simplifiées des génomes, voire des épigénomes par la technique qu'on vient d'entendre, qui est la technique CRISPR, on voit s'ouvrir bien sûr la porte pour aller vers l'embryon transgénique et peut-être aussi l'embryon chimère. Pensez-vous, devant une telle accélération, que la rythmicité des lois de bioéthique dont on discourt aujourd'hui soit le bon tempo? C'est une question qui est récurrente depuis bien longtemps. Que proposeriez-vous comme structure permettant au quotidien la mise en place de lignes rouges sans ralentir pour autant la recherche dans ce domaine clé de la médecine de demain? Merci. Troisième question, M. Berthat, je crois, sur les diagnostics néonatal, 5 diagnostics aujourd'hui et après. Je crois que c'est Berthat qui a posé la question. Oui. Effectivement, il ne s'agit plus de méthode prénatale, il s'agit de nouveau-nés. Ils sont là, on va leur faire une piqûre au talon, un test de Guthrie, pour dépister 5 maladies qui sont les maladies dites actionnables, pour lesquelles on peut faire quelque chose. Une maladie métabolique, une hypothyroïdie, un déficit hormonal, parmi les plus importantes. Donc, pour le moment, on s'en tient à cela, et beaucoup d'entre nous pensons qu'il faudrait y ajouter d'autres affections, comme les déficits immunitaires et quelques maladies métaboliques, et ça serait souhaitable. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le diagnostic néonatal, qui était géré depuis 30 ou 40 ans par une association, est passé dans le domaine public, a été repris en charge, avec une réduction des moyens. Donc, en nationalisant, en étatisant les choses, naturellement, ça coûte beaucoup plus cher, et donc on a dû réduire la qualité du dépistage néonatal. Par exemple, et j'en viens à la question sur la drépanocytose, on dépiste aujourd'hui des enfants malades, mais aussi des porteurs, dont les parents, l'un des deux parents est forcément porteur lui-même, si l'enfant est porteur. Donc il est légitime, il est logique de tester l'autre parent au motif qu'il y a autant de risque d'avoir la prochaine fois un enfant atteint. Bon. Eh bien, ce discours-là n'est pas entendu ni par les agences régionales de santé, ni par les autorités. On nous demande de faire plus avec moins. Qu'est-ce qui se passe en pratique, madame? Il y a des pauvres couples qui reçoivent des lettres incompréhensibles et qui n'ont même pas accès à un conseiller ou une conseillère génétique pour leur expliquer ce dont il s'agit. Donc cette généralisation, je l'appelle de mes voeux, en particulier pour la drépanocytose, à condition qu'elle soit accompagnée, environnée des mesures qui permettront de faire un bon diagnostic néonatal, un bon dépistage néonatal, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je pense que c'est des familles qui sont véritablement à risque d'un déficit d'information parce qu'on n'a pas assorti ce dépistage néonatal des mesures d'accompagnement élémentaires qui est de trouver des professionnels et de financer des professionnels qui pourront parler de cette maladie.